bonsoir tout le monde. On va entamer le cours des hypertensions artérielles. Donc on va commencer par le plan de cours. Premièrement, on va commencer par une petite définition, puis épidémiologie, les rappels physiopathologiques pour les HTA essentiels et les HTA secondaires, les stratégies diagnostiques de l'HTA, les 3 étapes de diagnostic. Première étape, diagnostic positif, puis on va passer pour les évaluations des risques cardiovasculaires. La 3e étape, c'est identifier une éventuelle étiologie chez les HTA secondaires. 4e, stratégie thérapeutique, le suivi de patients. Comme définition, selon les dernières recommandations de l'ISH, les Sociétés internationales des hypertensions en 2020, les HTA est définie par une pression artérielle systolique supérieure à ou égale. هو فيه ماس اسمه مش البروبليم انت ما ديبنديش انا قاعده اسمه مديكمات مليح جربت راه كذا ما كانش كيفاش. On répète, donc comme définition, selon les dernières recommandations de la Société internationale de l'hypertension artérielle 2020, la définition de l'hypertension artérielle est définie comme suivant. Pression artérielle systolique supérieure à 140 ou pression artérielle diastolique supérieure à 90 mm de mercure. C'est bon. La définition de l'hypertension artérielle. Selon les recommandations 2020 de l'ISH. Donc, selon ces recommandations, les différents variants de cette définition s'appliquent à tous les adultes de plus de 18 ans. Donc, tout personne plus de 18 ans, on applique cette définition. Avec une conservation des seuils de définition de la pression artérielle normale haute, et pression artérielle grade 1, grade 2 et grade 3. Donc en 2018, les recommandations 2018, quand on a la grade 3, donc c'est HTA supérieur à 180 pour la systolique et supérieur à 110 pour la diastolique. Actuellement, pour la nouvelle définition de l'ISH 2020, on a retiré l'HTA grade 3. Donc, on a la normale, la systolique entre 120 et 129 et pression artérielle diastolique entre 80 et 84. C'est normal. Pour la normale haute, entre 130 et 139, inférieure à 140. On a maintenant la définition de l'HTA. La pression artérielle diastolique est toujours inférieure à 90, entre 85 et 89. Pour l'HTA grade 1 est inférieure à 160, à 15 Zora, inférieure à 160 et la diastolique inférieure à 100. Grade 2, c'est supérieur à 160 pour la systolique et supérieur ou égal à 110 pour la diastolique. Donc, c'est clair ou non? Donc, pour la définition de l'HTA, on a les nouvelles recommandations. On a la cardiologie, on a des actualités. À chaque fois, on a les nouvelles définitions de l'HTA. En 2018, quelle est la définition de l'HTA différente de tableau? On a l'HTA grade 3, ou pour la définition de la normale, je suis malade. Moi, il y a un patient âgé, la tension est 130-90, c'est hypertendu. Donc, pour la définition, l'HTA, un patient hypertendu. Si la pression artérielle systolique est supérieure ou égale à 140 et ou la diastolique supérieure ou égale à 90. Vous voyez ce les grades. La normale, chez un patient normal, la tension artérielle, laisse-nous faire la fourchette. Inférieure à 130. Pour 100, 120, 110, 100, mettre 120, mettre 129, mettre 130. Un patient qui تكون وصلت ل 130 نبدا نقول هي نورمال اوت قادر يكون hypertendu. فهمتوا؟ Grade 1 est inférieur à 160. Un patient avec des chiffres tensionnels 140, 145, 150. Donc le grade 1 c'est grade 1.
lorsqu'il passe le chiffre 160 ou 110 pour la diastolique, il y a grade 2. C'est bon. Pour l'épidémiologie, l'HTA est une maladie très répandue dans la population générale. C'est un problème de santé publique majeur partout dans le monde. Elle est responsable de morbimortalité importante qui se cesse d'augmenter. En 2015, sa prévalence est estimée. Donc, les chiffres كامل معناتها l'HTA motif de consultation très fréquent. C'est bon. Donc, les chiffres, c'est pas la fin. Donc, la rappel physiopathologique, il existe deux types d'HTA. On a l'HTA essentielle, sans cause, et l'HTA secondaire. Donc, on a deux types. On va commencer par l'HTA essentielle. Donc, dans 95% des cas, l'HTA est dite essentielle, car son origine n'est pas identifiée. Dans ce cas, l'élévation de la pression artérielle est multifactorielle avec l'interaction entre système sympathique et système rénine-angiotensine. Selon la loi de Poiseuille, l'élévation de la pression artérielle résulte d'une élévation de débit cardiaque. Le débit cardiaque est égal le volume d'éjection systolique fois la fréquence cardiaque. Et ou les résistances vasculaires. Donc, on a trois mécanismes d'élévation de la pression artérielle en cas d'HTA essentielle. Soit l'élévation de la volémie par l'élévation de volume et d'éjection systolique, soit l'élévation de la fréquence cardiaque, soit l'élévation des résistances vasculaires. Donc, plusieurs facteurs peuvent favoriser l'apparition de l'HTA par l'élévation de ces trois facteurs. Dans l'HTA essentielle, le traitement consiste alors à faire baisser la pression artérielle sans attaquer en cause. C'est-à-dire, on va donner les antihypertenseurs, mais comme l'HTA secondaire, par exemple la sténose des artères rénales, on va traiter cette sténose. Ou l'atteinte des reins, on va traiter l'atteinte des reins. Ou la coarctation de l'aorte, on va traiter cette coarctation. Mais dans l'HTA essentielle, on a des hypothèses. C'est clair? Donc, ce schéma, on va résumer le tout. Donc, la pression artérielle est égale le débit cardiaque fois la résistance vasculaire. Donc, l'élévation de la pression artérielle, c'est-à-dire soit l'élévation de volume d'éjection systolique, soit l'élévation de la fréquence cardiaque, soit l'élévation des résistances périphériques. Donc, la fréquence cardiaque régulée par le système nerveux autonome, sympathique et parasympathique. On a la physiopathie. L'augmentation du système sympathique entraîne une augmentation de la fréquence cardiaque, ensuite l'augmentation des pressions artérielles. La volémie régulée par le système rénine-angiotensine, aldostérone. Les résistances périphériques qui déterminent la vasomotricité sont régulées par les centres bulbaires et hypothalamiques. Donc, l'atteinte du système nerveux entraîne une atteinte des résistances périphériques. Donc, l'HTA résulterait de dégénérescence d'un ou de plusieurs facteurs. L'augmentation de la volémie de sang circulant dans les artères par l'augmentation de la volémie, l'augmentation de la rigidité des artères par l'effet structural ou vasoconstricteur, l'augmentation des résistances périphériques, ou stimulation sympathique par l'augmentation de la fréquence cardiaque. Est-ce que c'est clair pour la physiopathologie de l'HTA essentielle? C'est clair? On passe. Un tableau qui résume les principaux facteurs favorisant l'HTA. Donc, on a résumé les trois mécanismes de l'HTA essentiels. Les principaux facteurs favorisant l'HTA, la consommation excessive de sodium. On a des hypothèses. Le mécanisme, il existe des preuves solides d'une relation entre un apport élevé en sel et une augmentation de la pression artérielle par l'augmentation de l'entrée de calcium. Oui. Est-ce que ce sont les facteurs favorisants pour l'HTA essentielle? Non, on a la physiopathologie, la pression artérielle est égale le débit cardiaque fois les résistances vasculaires périphériques. Donc, on a l'augmentation de ces trois facteurs. Le tableau favorise, mais c'est les causes principales.
Donc la consommation excessive de sodium, il existe des preuves solides d'une relation entre un apport élevé en sel et une augmentation de la pression artérielle. Le sodium modifiera le contenu électrolytique de la paroi artérielle, favorisant ainsi l'afflux de courant entrant de calcium à l'origine de vasoconstriction. C'est-à-dire, donc الناس اللي ياكلوا الملح بزاف هنا des facteurs favorisant l'ashtia essentielle, même des facteurs اللي يديروا l'ashtia essentielle. الناس اللي ياكلوا الملح بزاف قال لك من عندنا في الفيسو تاعنا ستركتور ايونيك معروفه. دونك كي يكون عندنا ان اكسي دو صوديوم il va entraîner un excès d'entrée de calcium qui entraîne une vasoconstriction des artères. C'est pour ça qu'on a la vasoconstriction هذه un des hypothèses. Deuxième, l'excès pondéral par le biais de l'hyperactivité sympathique. Donc les malades qui ont obèses ont une activité sympathique très élevée. Augmentation de la fréquence cardiaque entraîne une augmentation du débit cardiaque et donc l'augmentation de la pression artérielle et l'ashtia. L'âge, la prévalence de l'ashtia augmente avec l'âge. Jusqu'à 70% des patients de plus de 70 ans sont hypertendus. La consommation excessive d'alcool, le tabac, par son action sur la relation, la réactivité vasculaire en stimulant la sécrétion d'aldostérone, le stress, les émotions négatives chroniques ou l'activité permanente de la vigilance de façon importante entraîne une participation notamment du système nerveux orthosympathique avec élévation de la pression artérielle. L'hérédité. Donc on a 7 facteurs favorisant de l'ashtia essentielle. Est-ce que c'est clair pour la physiopathologie de l'ashtia essentielle? On résume. Donc l'ashtia essentielle résulte d'une augmentation de pression artérielle suite à l'augmentation du débit cardiaque, soit les résistances vasculaires. L'augmentation du débit cardiaque résulte de l'augmentation de la fréquence cardiaque et la volémie. L'ashtia secondaire. Est-ce que c'est clair? Les questions. L'ashtia secondaire. La prévalence de l'ashtia secondaire avoisine les 5% à 10%. Donc c'est rare par rapport à l'ashtia essentielle. Elle consiste en une élévation de la pression artérielle imputable à une cause sous-jacente. Donc là, on a une cause bien définie. Identifiable, le plus souvent curable. Le traitement de la cause entraînera donc de façon variable une correction de l'ashtia. Les causes les plus courantes de l'ashtia secondaire chez l'adulte sont les néphropathies parenchymateuses, les hypertensions rénovasculaires, les hyperaldostéronismes primaires, le syndrome de Cohn, l'apnée de sommeil chronique et l'ashtia iatrogène, surtout médicamenteuse. Donc, après, on va détailler les différentes étiologies. Donc, c'est clair. Les questions? Est-ce que c'est clair? Oui. Pour la définition, l'épidémiologie, c'est le premier motif de consultation en cardiologie. Deuxième, la physiopathologie pour l'ashtia essentielle et l'ashtia secondaire. Quatrième, les stratégies de diagnostic de l'ashtia. Stratégie diagnostic de l'ashtia. Première étape, le diagnostic positif. Comment on peut poser le diagnostic d'un patient hypertendu? Donc, on va commencer par les mesures de la pression artérielle. Mesures conventionnelles en cabinet médical. Donc, en cabinet médical, on a des conditions pour mesurer l'ashtia. Premièrement, on a quelques conditions. Je dis un patient, il dit que moi, je fais une pression artérielle, il est très élevé. J'ai compris le cabinet, quand il y a un cabinet médical, où chez moi, les conditions, les patrons, je fais sur une pression artérielle. Oui. Il doit reposer 20 minutes, 5 minutes, très bien. Zédo? Zédo, aïe, débrancher les appareils. Mais, bien. Zédo? Très bien. Le tabac, caféine, alcool, oui. Le brassard doit être avec des dimensions. Oui, très bien. Donc, là, on a deux résultats à forme. Donc, patient reposé, détendu pendant 3 à 5 minutes. Deuxième, pièce calme avec température adéquate.
Troisième, mesure en position assise ou couchée, jamais en position debout. Quatrième, utiliser un brassard adapté avec deux bras. Cinquième, ni le patient ni le personnel ne doivent parler avant, pendant ou entre les crises. Cinquième, positionner le brassard autour du bras à la hauteur du cœur, sans vêtements qui gênent à 2 ou 3 cm en dessus du brassard. C'est-à-dire, avec le cœur sur le même plan, sans vêtements, avec 2 à 3 cm le cou. Sixième, la mesure doit se faire au niveau des deux bras. Il faut faire des mesures au niveau des deux bras à la recherche des pressions artérielles différentielles. De déterminer éventuelles différences. Huitième, à chaque visite, prendre 3 mesures à 1 minute d'24 هذه jamais de l'absence. Donc première mesure, puis نقولوا له استنى شويه عاودوا له deuxième وبعد troisième نديروا la moyenne. Neuvième, en cas de fibrillation auriculaire, il faut faire la moyenne de plusieurs mesures. Qui connaît le patient en fibrillation auriculaire, les battements de cœur ما تقدروش تسمعهم bien كي تديروا la prise fonctionnelle. Donc هنا على هذه لازم تبقاو تريبيتيو تكون le rythme irrégulier. ما تقدروش تعرفوا le premier battement ou le dernier battement. C'est clair pour les conditions et protocole. C'est bon? Et j'ai comme un patient qui doit mesurer la pression artérielle. Donc combien de fois? 3 fois. Après un repos de 5 minutes dans une chambre calme, sans vêtements, j'ai comme des femmes avec la ceinture. Alors là, tu fous les bras libres avec un brassard qui est adapté. Donc, interprétation. Après les mesures, il faut interpréter les résultats. Comment on va interpréter ces résultats? Donc, séance. Les résultats des chiffres tensionnels au niveau des deux bras. C'est la différence de la pression artérielle est supérieure à 10%. Ou chez nous, il va dire par exemple 140, 90, on a dit 130, 80. Ou chez nous, prendre le bras avec la valeur la plus élevée comme référence. C'est clair. Il va dire 14, 9, 13, 8, نقول له la tension تاعك 14 9. واش معناها physiopathologiquement؟ معناتها le patient عنده des plaques d'attérance. قد تكون عنده هنا plaque d'attérance كثر على وحده. C'est pour ça que هنايا le chiffre كثر. Si deuxième cas, si la pression artérielle est supérieure à 20%, واش نديرو؟ لو كان لقينا 140 80 وهنا لقى 160 110 واش ندير؟ Il existe une anisotension complétée par d'autres investigations. Donc, la différentielle, شوية طالعة. نقدر demander له les échos Doppler des membres supérieurs. Équateur, ECG, ندير معاه les investigations. Si la première mesure de la pression artérielle est inférieure à 130 et 85 mm de mercure. هذه واش من كلاس؟ هاي شكون شفع على définition. Normal A. Normal A. Donc, il y a la pression artérielle normale haute. Aucune autre mesure n'est indiquée. D'abord, le manche est attendu. Vous le look, les recèles. Dans la vie, oui. Quelle est la différence avec le bimanusra? C'est un petit peu de thrombose? Plaque d'attérance. Généralement. Dans 90% des cas. Oui, c'est les conditions. Il faut faire. Donc, si la pression artérielle est inférieure à 130-85, le patient est hypertendu, en normal. Normal haute, la pression artérielle. Une pression artérielle supérieure à 140 et 90 mm de mercure à 2 à 3 visites indique une HTA. C'est-à-dire, j'ai comme un patient, avec les conditions qu'il me faut, d'ailleurs, il doit la tension artérielle supérieure à 140 et 90 à chaque visite. On considère le patient comme hypertendu. C'est la définition de l'hypertension artérielle. Donc, on a deux cas. Une pression artérielle entre 130 et 159 pour la systolie et 85-99 mm de mercure pour la diastolie. On a l'interprétation. Si possible, confirmée par une mesure en ambulatoire. Possible HTA blouse blanche ou la HTA masquée. Sinon, confirmé par des consultations répétées en cabinet. Il a joué le patient première fois où il dit tous les chiffres tensionnels très élevés. Très élevés. Grade 1.
مش très élevé grade 1 انا inférieur à 160 هنا ما نقدرش نقولوا سوا راك hypertendu ولا ماكش hypertendu ما عرفتش شنو كلاسي واش نديرو نقولوا له روح قيس في الدار pour éliminer l'HTA blouse blanche ولا HTA masquée c'est-à-dire blouse blanche يجي عندك هو مش hypertendu بالخلعه تطلع له شويه يرجع grade 1 ولا هو hypertendu لي شيفر تاعو في الدار طالعين كي يشوفك يهبط شويه سما قادروا hypertendu قادروا مش hypertendu نقولوا له قيسها في الدار ولا donc grade 1 ما نقدروش نبوزي le diagnostic facilement اذا جاب لي شيفر 180 200 c'est bon c'est un hypertendu c'est bon donc là بالكم si l'HTA est supérieur à 180 110 on considère le patient comme hypertendu c'est clair oui c'est clair donc vous pouvez faire le diagnostic d'une HTA donc avec ces conditions très bien. Deuxième étape, confirmation de l'HTA. Donc, première étape, c'est les mesures conventionnelles en cabinet médical. Puis, il faut confirmer cette HTA. Donc, le diagnostic de l'HTA peut parfois être difficile du fait des variations des chiffres tensionnels d'un moment à l'autre, d'une consultation à l'autre, d'un endroit à l'autre. Ceci peut être responsable d'erreurs diagnostiques, soit par effet blouse blanche, soit par défaut HTA masqué. Donc, effet blouse blanche se définit par une pression artérielle élevée en consultation alors qu'elle est normale en dehors d'environnement médical. Ceci se voit chez environ 10 à 30% des patients. Donc, إذا كان le patient gère comme première consultation avec une HTA élevée grade 1, il faut penser à l'effet blouse blanche. L'effet HTA masqué se définit par une pression artérielle normale en consultation alors qu'elle est élevée dehors d'un environnement médical. في الدار طالعة وعندكم هابطة كيشوفكم يرتاح. فهمتوا؟ عندنا deux définitions. Donc, on peut alors mieux préciser ces chiffres et confirmer le diagnostic par des consultations répétées ou par des mesures en ambulatoire. C'est-à-dire, soit يكون عندكم وتعاودوا له تبقاو تريبيتيو في l'HTA, soit en ambulatoire. On a deux techniques en ambulatoire. L'automesure tensionnelle et la MAPA. La différence, l'automesure يقيس وحده. يروح للدار عنده لاباري تاعو الكتريك يقيس ويكتب لكم 3 à 7 jours ويجيبكم لي ريزولتا. La MAPA c'est une appareil de 24 heures. نسقوها وهي تقيس وحدها 24 heures وهي chaque 10 minutes le matin et chaque 30 minutes la nuit. وهي يخدم يتحرك باش نكونفيرميو l'HTA. C'est clair. Donc pour l'automesure les mêmes conditions pour le diagnostic. L'appareil électrique validé, le protocole avant la visite chez le médecin, le patient prend lui-même sa pression artérielle à domicile pendant 3 à 7 jours, chaque matin et chaque soir avant la prise des médicaments si le patient est traité, 2 mesures à des intervalles d'1 minute à chaque occasion après 5 minutes, toujours de repos. La MAPA, pour les conditions, le patient faire ses activités quotidiennes normales. Le patient doit éviter toute activité contraignante. Le patient doit allonger et relâcher les bras à chaque prise tensionnelle. كتبدا هي تنفخ ما كان يبدا يحرك يروبوزي مي من قبل يكون يخدم يتحرك يمشي كي تبدا هي ما كان يدير هكذا يدو سينو ما تقدرش تهز لاباراي. Le protocole, il s'agit de porter un brassard relié à un appareil porté à la ceinture. تكون appareil ما نديركمش فوطو كاين في السيرفيس. l'appareil كاين براسر عادي كما براسر لي بريسوجي اللي نلبسوه له كاين l'appareil لاصقه فيه وكاين سنتور هو يهزها يلصق فيها هذيك l'appareil ويدو بلا براسر وهي تهز بروغرامي chaque 10 minutes le matin ou chaque 30 minutes le soir. C'est clair pendant 24 heures. ومن بعد يجيب لكم l'appareil هذيك نتوما تخرجوا الديسك هذاك تحطوه في الميكرو وتمبريميو لي ريزولتا. Donc l'interprétation en cas d'utilisation de MAPA, une pression artérielle, la moyenne des 24 heures supérieure à 130 ou 80, le jour supérieur à 135 ou 85 et la nuit supérieure ou égale à 120 et 70 indique une HTA. إذا لقيتوا هاد لي شيفر
كي تمبريميو هذيك لافير هي يبعث تمد لكم لا موين بوندون 24 اور وتمد لكم تاع لو جور نتوما تروحو تفيريفيو لي بريز كامل اذا لقيتو وحده فيهم ولا دو ولا تروا سوبيريور او تيكال 130 و 85 سي بون تقولوا عندكم دي شيفر إلفي لو جور. لا نوي اذا لقيتو لي شيفر سوبيريور à 120 ou 70 معناها لو باسون اي hypertendu. C'est clair. Donc, je fais la physiopathologie de l'HTIA essentielle, l'HTIA secondaire. Oui, comment on fait le diagnostic d'HTIA au niveau de cabinet médical et en dehors du cabinet médical en cas de suspicion de HTIA blouse blanche ou HTIA masquée par les deux méthodes automesure tensionnelle ou la MAPA. C'est clair. Pour l'examen clinique, toujours on va commencer par l'interrogatoire. Doit être complet en précisant le mode de vie de patient, les antécédents personnels et familiaux d'HTIA, la notion de prise de traitement antihypertenseur et ou observance, la notion de consommation de médicaments ou de substances favorisant l'élévation de la pression artérielle, les autres facteurs de risque cardiovasculaire, les antécédents personnels ou familiaux des maladies cardiovasculaires, la notion de renflement et troubles de sommeil en cas de suspicion de syndrome d'apnée de sommeil, les antécédents de dysfonction érectile. Examen physique permet de rechercher des signes cliniques en faveur d'une HTIA secondaire. C'est ça l'intérêt de l'examen clinique en cas d'HTIA. Donc, ainsi que ces signes congestifs avec des lésions d'organes médicaux. C'est-à-dire, donc, on va examiner le patient hypertendu. Les signes en faveur d'une HTIA secondaire, soit les signes en faveur d'atteinte des organismes secondaires à l'HTIA essentielle. C'est bon pour l'examen clinique, l'interrogatoire et l'examen clinique physique. C'est clair? Les bilans demandés systématiquement chez un patient hypertendu. Quels sont les bilans demandés en cas d'un patient hypertendu? Le CIG, très bien. À la recherche d'HVG, de fibrillation auriculaire, V2. Oui. Bilan d'urgence. C'est le bilan d'urgence. La TANAS, le bilan rénal, l'ionogramme, bilan hépatique, bilan lipidique à la recherche des facteurs de risque cardiovasculaire. Puis, nous avons le CG et la bandelette urinaire. C'est très important à la recherche de la protéinurie. Donc la biologie, l'hémoglobine, la TANAS, la glycémie à jeun. Généralement les patients hypertendus pour nous diabétiques donc la glycémie à jeun est systématique. Bilan lipidique, le bilan rénal, l'acide urique, l'ionogramme, la recherche de l'hypocalémie en cas de syndrome de Crohn, bandelette urinaire pour rechercher la protéinurie des 24 heures, protéinurie des 24 heures. Donc ECG 12 dérivation. C'est clair. Donc bilan d'urgence plus zédolo ECG ou zédolo bilan lipidique ou zédolo acide urique. Parce que l'élévation d'acide urique c'est un facteur aggravant des plaques d'athérome. C'est clair. Qui dit comme un patient faudra dire le diagnostic ou demander les bilans. Les autres examens, en fonction des antécédents de patients, des signes d'appel à l'examen clinique et des résultats des examens de routine, d'autres examens spécialisés peuvent être demandés pour rechercher des lésions d'organes médiés par l'HTIA ou confirmer l'HTIA secondaire. Donc l'échodoppler cardiaque, l'halter-ECG en cas d'arythmie, l'index de pression systolique, l'échocardiographie des artères périphériques, les microalbuminuries, échocardiographie rénale, HbA1c, dosage de la protéinurie des 24 heures, fond d'œil, imagerie cérébrale. C'est-à-dire, j'ai comme un patient, d'ailleurs, de l'eau bilan d'urgence, la TANAS, bilan rénal, ionogramme, acide urique, bilan lipidique ou le CG. Ou on peut être l'examen physique. Comme ils veulent dire des signes, tu mets de l'eau les autres bilans. Par exemple, il veut comme un chauffeur. Là, suspecté. Non, soit l'atteinte suite à l'HTIA. On demande le fond d'œil. Soit le tchoukoubillera diabétique, zidolo l'hémoglobine glyquée. Et là, c'est une HTIA secondaire, un souffle abdominal,
rénovasculaire, demandez l'écho-doppler abdominal. C'est clair. Et deuxième étape. Donc, on a terminé la première étape. Deuxième étape, c'est l'évaluation du risque cardiovasculaire. Quels sont les facteurs de risque cardiovasculaire de تعرفون؟ Donc, les facteurs de risque cardiovasculaire, le sexe masculin, l'âge chez l'homme supérieur à 55 ans et chez la femme supérieur à 65 ans. Le diabète, la dyslipidémie, tabagisme actuel ou ciblé depuis moins de 3 ans, et même avec un tabagisme moins de 3 ans, c'est un facteur de risque cardiovasculaire. Absence d'activité physique régulière, syndrome métabolique, obésité androïde, taille supérieure à 112 cm chez l'homme et 88 cm chez la femme. L'obésité, ménopause précoce, antécédents familiaux d'accident vasculaire cérébral chez l'homme et la femme, les antécédents familiaux d'HTA. Donc c'est clair pour la deuxième étape. On va commencer par rechercher les facteurs de risque cardiovasculaire. Puis, on va passer pour rechercher les comorbidités, c'est-à-dire les facteurs de risque supplémentaires. Quels sont les facteurs de risque supplémentaires? Augmentation de l'acide urique. La goutte, c'est un facteur de risque supplémentaire chez les patients hypertendus. La maladie pulmonaire obstructive chronique, BPCO, c'est un facteur supplémentaire d'aggravation d'HTA si un malade est hypertendu. Les infections respiratoires aiguës, le cancer et la chimiothérapie, la maladie auto-immune et maladie inflammatoire chronique, la dysfonction érectile, les troubles psychiatriques, les facteurs de stress psychosociaux et l'HIV. Donc, pour la deuxième étape, on va évaluer le risque cardiovasculaire. On va commencer par les facteurs de risque cardiovasculaire, puis les facteurs supplémentaires de comorbidité. Troisième étape, il faut placer le patient dans un colonne, soit à faible risque, risque élevé ou risque modéré. Donc, classification simplifiée de risque cardiovasculaire en fonction de grade d'HTA, de facteurs de risque cardiovasculaire et les lésions d'organes médiés par l'HTA. Donc, ça, donc, la deuxième étape, premièrement, nous avons la définition de l'HTA. عرفنا la définition de l'HTA, وعرفنا l'épidémiologie, c'est le premier motif de consultation. Oui, je fais la physiopathologie de l'HTA essentielle et l'HTA secondaire. Oui, je fais la première étape de diagnostic au niveau de cabinet médical et induit par les deux méthodes, autorisure et la MAPA, les interprétations des résultats. Oui, je fais l'examen, très bien, l'interrogatoire et l'examen physique. Oui, on a passé pour la deuxième étape. C'est bon, on a le diagnostic de l'HTA. On a fait la deuxième étape. La deuxième étape, c'est quoi? C'est l'évaluation du risque cardiovasculaire. Chez un patient hypertendu, le risque cardiovasculaire augmente. Donc, il faut rechercher toujours les facteurs de risque cardiovasculaire. Oui, rechercher les facteurs supplémentaires de comorbidité. Oui, rechercher avec la partie d'atteinte des organes cibles, future l'atteinte cardiaque. Par exemple, le patient, le CG, les signes d'HBG. Ou l'HBG systolique. C'est un signe de comorbidité et d'atteinte des organes cibles. Ou la protéinurie élevée. Signe d'atteinte rénale. Ou comme ABC. C'est bon, donc les facteurs de risque, les facteurs supplémentaires et l'atteinte des organes cibles pour placer le patient dans un colonne. Donc, la classification simplifiée du risque cardiovasculaire en fonction du grade de l'HTA, en fonction de la grade d'HTA, en grade 1 ou la 2, en fonction des facteurs de risque cardiovasculaire, des comorbidités et des lésions des organes médiés par l'hypertension. Donc, maintenant, en cas de pression artérielle systolique entre 130, 139 et 85, 89, normale haute, si la pression artérielle est grade 1, si la pression artérielle est grade 2. Si le patient ne présente aucun facteur de risque, il y aura risque faible d'atteinte de mortalité, risque faible, quelle que soit la pression artérielle est normale haute, ou là la pression artérielle est grade 1.
le grade 2, si vous voulez, modéré à élevé. Qui le patient présente une insuffisance rénale atteinte des organes cibles, quel que soit le grade d'HTA, est dans un risque élevé. Donc, هذا لازم يكون عندكم انتم في الكابيني ميديكال كديروا الديagnostic تاع الاشتيا ديمونديو لي بيلون تعطيو المابا ويدير لكم لوطوميجور كيولي تسقسيو على لي فاكتور دو ريسك لي فاكتور سيبليمونتو تفتشوا على لي زورغان سيبل تحطوه قدامكم بعد تكلاسيو لو باسون تاعكم واش لي كولون نعرفو سي كلار. Donc, هذه la deuxième étape dans le diagnostic d'HTA. Donc, pour l'étape 3, il faut identifier une éventuelle étiologie d'HTA. L'étape 3, je vais vous dire l'HTA secondaire, les causes. En pratique, la recherche d'une HTA secondaire ne doit pas être systématique. Si le niveau de suspicion clinique qui détermine le bilan à effectuer, elle est évoquée lorsqu'il s'agit. On évoque l'HTA secondaire. Donc, premièrement, si l'HTA est précoce chez un patient inférieur à 30 ans, notamment en absence de facteurs de risque d'HTA, l'obésité, le syndrome métabolique, les antécédents familiaux, soit une HTA sévère d'emblée et rebelle aux thérapeutiques, soit une HTA résistante, soit une HTA qui aggrave rapidement, soit un individu qui présente une détérioration soudaine du contrôle de la pression artérielle, soit une urgence hypertensive, soit patient qui présente une forte probabilité clinique d'HTA secondaire. Cliniquement, il y a des signes en faveur d'HTA secondaire, c'est clair. Donc, contexte, on recherche une HTA secondaire. Donc, le tableau qui résume les différentes causes d'HTA secondaire. Donc, on va commencer par, on a la néphropathie parenchymateuse, l'hyperaldostéronisme primaire ou syndrome de Cohn, l'HTA rénovasculaire et le phéochromocytome. On a 4 étiologies d'HTA secondaire. La néphropathie parenchymateuse, l'examen clinique. Il faut rechercher les antécédents de néphropathie, soit à l'examen clinique, on retrouve une masse lombaire, surtout chez les diabétiques. Le bilan de base, bilan rénal, l'uricémie ou créatinémie élevée, une hématurie ou une protéinurie. L'investigation, c'est l'échodoppler, c'est l'échocardiographie rénale pour poser le diagnostic. L'hyperaldostéronisme primaire ou syndrome de Cohn. Les causes, on a l'adénome surrénalien ou adénome de Cohn qui présente 30% à 50% des étiologies d'une hyperaldostéronisme primaire. Ou on a l'hyperplasie des surrénales. Deuxième étiologie. Pour l'examen clinique, on trouve des signes d'hypocalémie. Quels sont les signes d'hypocalémie? Il agit comme un patient hypertendu avec faiblesse musculaire ou crampe ou crise de tétanie. Là, on évoque l'hypocalémie. Le premier étiologie, c'est l'hyperaldostéronisme primaire ou syndrome de Cohn. Donc, pour les bilans, je demandais bilan sanguin, l'ionogramme à la recherche d'hypocalémie et la ration aldostéronisme rénine. Pour la radiologie, c'est le scanner surrénalien à la recherche d'adénome. C'est clair. Pour la deuxième étiologie, en cas d'HTA secondaire. Pour l'HTA rénovasculaire, sténose des artères rénales. Sa prévalence est estimée de 0,5 à 3% des hypertendus. Deux formes étiologiques, on a la forme athéromateuse et la forme dysplasique. La forme athéromateuse, 90% évoque chez des patients âgés, plus de 50 ans. La dysplasie fibromusculaire, moins de 10%, affectant surtout les femmes jeunes. C'est rare. Donc, à l'examen clinique, on trouve un souffle abdominal ou souffle lombaire. Pour la forme athéromateuse, des antécédents de maladies athérosclérotiques, les facteurs de risque cardiovasculaire, tabac, dyslipidémie, avec possible souffle au niveau des autres artères, les carotides et les artères fémorales. Pour la dysplasie fibromusculaire, on évoque ça chez les femmes jeunes, mais moins de 30 ans. Pour le bilan de base, le bilan rénal, baisse de débit de filtration glomérulaire ou élévation de la créatinémie. Et pour la radiologie, on demande l'échocardiographie Doppler des artères rénales en première intention ou l'angioscanner abdominal. Pour la phéochromocytome,
La quatrième étiologie d'HTIA secondaire, la phéochromocytome, 0,1 à 0,6% d'HTIA, les causes des tumeurs médio-surrénaliens ou des tumeurs extra-surrénaliens qui sécrètent les produits surrénaliens. L'examen clinique, la triade de Ménard, on recherche la triade de Ménard, les céphalées, les pulsations, les sueurs, les palpitations et les antécédents d'HTIA paroxystique. Le dosage urinaire des dérivés catécholamines, la méthanéphrine et la norméthanéphrine montrent une élévation de la fraction d'excrétion urinaire. Pour la radiologie, on demande le scanner surrénalien. On fait tout à les causes. Donc pour la STIA secondaire, une 4 étiologies, la première étiologie, la néphropathie parenchymateuse, quelle que soit la cause de cette néphropathie. Pour l'examen clinique, on recherche une masse abdominale, surtout chez les diabétiques, comme des grosses erreurs. Bilan de base, c'est le bilan rénal, augmentation de l'urée et la triade et la protéinurie des 24 heures. Pour la radiologie, c'est l'échographie abdominale. La première étiologie, c'est bon. Pour l'hyperaldostéronisme primaire, on a deux étiologies d'hyperaldostéronisme primaire, soit l'adénome de Kahn, soit l'hyperplasie surrénalienne. L'examen clinique, la recherche des signes d'hypocalémie, les crampes, les crises de tétanie et la faiblesse. J'ai comme un patient qui est fatigué, asthénique, les chiffres tensionnels très élevés, mais de les antihypertenseurs même les chiffres tensionnels. Avec ces signes, on suspecte l'hyperaldostéronisme primaire. Pour les bilans de base, l'ionogramme à la recherche d'hypocalémie, oui, dosage d'aldostérone et l'arénine. L'aldostérone est une plus élevée que l'arénine, c'est-à-dire elle a une excrétion iatrogène. Pour la radiologie, c'est le scanner, à la recherche d'adénome. La troisième étiologie, c'est l'HTIA rénovasculaire, l'atteinte des artères rénales par les plaques d'athérosclérose, surtout chez les sujets âgés. J'ai comme un sujet âgé avec des chiffres tensionnels très élevés. Les anti-hypertenseurs, on a trop les chiffres tensionnels. Donc les conditions, les chiffres comme urgence hypertensive, HTIA rebelle, HTIA résistant, là je pense à l'HTIA rénovasculaire à cause des plaques d'adhérence chez le sujet âgé. Soit j'ai comme une femme jeune avec HTIA très résistante, là je suspecte la dysplasie fibromusculaire. Le diagnostic, c'est par l'échodoppler abdominal. La quatrième étiologie, c'est le phéochromocytome. On a comme le triade de Ménard, les céphalées, les palpitations ou les sueurs. Les chiffres tensionnels normaux, on va dire comme une crise. Céphalées, sueurs, palpitations, toujours la tension très élevée. Là, on suspecte le phéochromocytome. On a le dosage des catécholamines urinaires. On a le scanner à la recherche de le phéochromocytome. C'est bon, c'est clair. Les quatre étiologies. Les questions, c'est clair, les trois étapes du diagnostic d'HTIA. Donc pour la stratégie thérapeutique, le but de stratégie thérapeutique d'HTIA, on a la réduction des chiffres tensionnels, prévenir la survenue des événements cardiovasculaires, préserver la fonction rénale surtout et réduire la mortalité. Les moyens, la stratégie thérapeutique est axée sur trois volets. On a les moyens des règles hygiéno-diététiques, la thérapeutique médicamenteuse et la prise en charge des facteurs de risque et des comorbidités. Pour les règles hygiéno-diététiques, le régime sans sel ou la demi-sel, moins de 5 grammes par jour, régime alimentaire sain, arrêter ou limiter les consommations d'alcool, contrôle de poids corporel pour éviter l'obésité, sevrage de tabac, activité physique régulière et réduction de stress. Donc toujours on va commencer par les règles hygiéno-diététiques. قبل ما تمدوا les médicaments لازم تفهموا بلي كاين دي règles نديروهم. Sinon إذا نديروا les médicaments ما قلتلوش ينقص الملح ودير l'activité physique وينقص le poids ماش حيتريبلو لي شيفر طونسيونيل تاعو. à chaque fois يجي avec des chiffres tensionnels élevés. parce que شفنا بلي l'obésité elle augmente les chiffres tensionnels,
le sodium augmente les chiffres tensionnels, le tabac, l'alcool, c'est clair. Bon. Après, on va passer à traitement médicamenteux. Donc, le traitement médicamenteux de l'HTA. Les classes thérapeutiques de base d'HTA sont en nombre de 5. Ces 5 classes thérapeutiques ont montré leur efficacité à baisser les chiffres tensionnels et à réduire la morbimortalité cardiovasculaire. Première classe thérapeutique sont les inhibiteurs d'enzymes de conversion. Le mécanisme bloquant le système rénin-angiotensine et inhibant la synthèse d'angiotensine 2. Deuxième classe thérapeutique sont les inhibiteurs de récepteurs angiotensine 2. Le mécanisme d'action bloquant le système rénin-angiotensine en bloquant directement par la fixation de l'angiotensine 2. Les récepteurs de l'angiotensine 2 ou inhibiront. La classe 1, l'ex, bloquer le système rénin-angiotensine 2 en inhibant le synthèse. Donc la première n'a qu'une synthèse pas, mais la deuxième qu'elle a une synthèse, mais les récepteurs sont bloqués. Les diurétiques thiazétiques et diurétiques-like, les inhibiteurs calciques et les bêta-bloquants. C'est clair, les 5 classes thérapeutiques. Donc, on a les nouvelles recommandations. C'est pas le diagnostic d'HTA. C'est bon. Donc, on a le traitement. On a 5 classes. 5 classes. On a les IEC, les inhibiteurs des enzymes conversion, les ARA2, on a les inhibiteurs calciques, les bêta-bloquants, on a les diurétiques. On a qui va dire le traitement. On a les nouvelles recommandations, toujours le thérapie. Donc ça, بكري كانوا يقول لكم تمدوا premier médicament, بعد إذا ما نقدش تمدوا deuxième, donc là c'est bon. Toujours نمدوا association, quels que soient les chiffres consonants. Mais نحطوا le dosage. Donc, soit on associe les inhibiteurs d'enzymes de conversion avec un diurétique ou l'inhibiteur calcique, ou là un ARA2 avec un diurétique ou l'inhibiteur calcique. Toujours on a une association. Soit ARA2, soit ARA2 مع inhibiteur calcique diurétique, ou là il y a aussi inhibiteur calcique diurétique. Les bêta-bloquants, nous mettons seulement إذا كان le patient a des antécédents de syndrome coronarien. هذه هي la seule indication تاع les bêta-bloquants en cas d'HTA. C'est clair. يجيكم un patient تقدروا ديروا le diagnostic وتقدروا تريتيوه. تمدوا soit IEC مع inhibiteur calcique diurétique, soit ARA2 مع inhibiteur calcique diurétique. C'est clair. Des contre-indications, comme les IEC sont contre-indiqués en cas d'HTA secondaire, d'HTA rénovasculaire. Simplement, des contre-indications, rarement titulées. C'est clair pour la thérapeutique, c'est clair. Initiation de traitement anti-hypertenseur. Donc, toujours, on va commencer par les mesures hygiéno-diététiques. On va نشوفوا le grade d'HTA. إذا كان le patient grade 1, هنا نقدر نطنطي معاه les mesures. نقولوا دير les mesures hygiéno-diététiques ونشوفوا روح شهر ولا. إذا جاني les chiffres consonants bien, كان régression des chiffres consonants, نكمل السويفي نتاعو ما نبداش directement le traitement. إذا le patient دار le régime hygiéno-diététique ومازال les chiffres consonants, هنا وين نقدر عندي deux situations وين نقدر نحط له le traitement. Pour la grade 2, toujours d'emblée, je commence le traitement médical. C'est clair. Et bien, je fais une discipline et d'emblée, le traitement, même grade 1. Ou généralement, les patients sont disciplinés. Donc, certaines situations cliniques orientant le choix de traitement. Donc, on a quelques situations là. Par exemple, le diabète. Le diabétique, par exemple, un patient diabétique. Généralement, il me donne un valsartan, il me donne un ARA2, il me donne l'IEC. Parce que les ARA2 chez les diabétiques ont un bénéfice mieux que les IEC. ARA2 avec diurétique ou là, inhibiteur calcique. Chez un patient insuffisant rénal, donc il y a un syndrome métabolique, un IEC ARA2, IEC ARA2 avec association. واش حنقول لكم نهضر في الانسوفيزونس كاردياك. باغ اكزومبل الانسوفيزونس كاردياك نقدر نزيد ان اوتر ديوريتيك
نقدر نزيدو ان اوتر ديوريتيك باغ اكزومبل سبيرينون لاكتون. ما عندوش ان اكسون سور لاشتيا بعد، عنده ان اكسون سور لو كور، مي كاين ان بينيفيس سور لي شيف كونسونيل. راس نوار نو سوجي ارجي جينيرالمون نبداو لهم لي زينيبيتور كلاسيك، جينيرالمون نبداو لهم لي زينيبيتور كلاسيك بالعقل، باش ما نديرولهمش لاشتيا اورتوستاتيك، لي بوتونسيون اورتوستاتيك. لي بيرسون افيك اش بي جي chronique. هنايا نقدروا نزيدوا لي ديوريتيك اوسي. دونك دي سيتوياسيون نقدروا تزيدوا لي بيتا بلوكون ولا لي ديوريتيك. بصح كامل لي زارادو ولا لي ديوريتي اسوسيي افيك انيبيتور كالسيك اي ديوريتيك thiazidique. Pour l'HTA résistante, ou chez l'HTA résistante, et bien quand le patient il est l'origine hygiénodiététique, il y a الضرار يشرب دواء في الوقت ما يعطيش طول، mais à chaque fois يجي يديروا لي شيف كونسونيل élevé. نعم c'est une HTA résistante. وين كي تلقاو l'HTA résistante عندنا conduite à tenir devant une HTA résistante. دوك نشوفوا واش نديروا. Donc HTA résistante doit être prise en charge dans un centre spécialisé. Rechercher une cause d'HTA secondaire. هنا كي تكون HTA résistante قلت لكم on pensait à l'HTA secondaire. Utiliser un diurétique thiazidique ou thiazidique-like. Ajouter une faible dose de spironolactone. Donc واش ديروا زيدوا توصيوه bien l'origine hygiénodiététique. ديروا un examen bien détaillé à la recherche d'une HTA secondaire. وتزيدوا له كاتريام ميديكامون اللي هو السبيرينولactone وتعاودوا تشوفوا سواء تبعتوه لان سونتر سبيسياليزي ما كانش هذا في هذاك. Dernier titre, c'est le suivi de patient. Le suivi qui va être le suivi des chiffres. Il y en a comme je te vois, ou là, non? Sûr. Le suivi, comme le suivi des chiffres tensionnels à chaque visite, j'ai vu comme la mesure en ambulatoire. Auto-mesure le matin et soir. Est-ce que est bien équilibré? Demandez les bilans toujours à la recherche d'atteinte rénale, d'atteinte cérébrale, d'atteinte des vaisseaux palpés, toujours un jour à chaque fois يجي ما تغسلوش تعطيلو لا بروتيناري l'hémoglobine glycée le CG à chaque fois تعاودوا l'échocartographie l'acide urique. Donc هذا هو le suivi. كيف نديروا le suivi soit un mois, soit 3 mois, soit 6 mois على حسب le patient تاعكم équilibré ou pas. هذا c'est clair. C'est clair sur les questions. واش ما فهمتوش في لو كور؟ واش ما فهمتوش في لو كور؟ واش هو لو بلان دو كور؟ واش درنا في لو كور؟ ها؟ واش هو لو بلان؟ هيا قولوا لي لو بلان دو كور باش نعرف بلي فهمتو. Madame, c'est quoi le cas pour donner un malade une métabolisme? Comme généralement, on trouve la cardiopathie ici. Le plan de cours, c'est là le plan de cours.